Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant avec nuance le monde dans lequel nous évoluons. Je voulais parler des douleurs et peut-être commencer par l'exemple du clou. En fait, tu prends un double exemple de clou. J'en connaissais un, je connaissais pas l'autre. Tu peux nous les expliquer? Donc les décrire. En fait, donc j'ai utilisé la douleur parce que la douleur est quelque chose de très particulier. En fait, souvent, beaucoup de personnes ont une compréhension du cerveau intuitive qu'on a appris à l'école, mais on a découvert récemment que ça peut pas juste tout expliquer, qui est que l'information part de nos nerfs sensitifs, donc de nos sens, remonte jusqu'à notre cerveau décode cette information, décide quoi faire et envoie des neurones moteurs qui vont nous faire bouger. Et donc nos sens, on en a 9. Je sais pas pourquoi les gens pensent qu'on en a 5. Là aussi, on a 9 sens. Je sais pas pourquoi à l'école, on nous apprend les 4 sens. Donc la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Et après, il y a la proprioception. Nos sens qui peuvent me dire où est mon corps dans l'espace, si je penche ma tête, si machin. Il y a la thermoception, notre capacité à sentir la chaleur, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid. Il y a notre interoception, notre capacité à sentir les organes internes de notre corps. Genre j'ai une crampe, j'ai une indigestion, etc. Ça, c'est pas le toucher. Tu es pas en train de toucher ton estomac quand tu sens que ton estomac a une crampe. Et enfin, le dernier, la nociception, notre capacité à sentir si on a un dégât dans notre corps, et qui est utilisé souvent pour la douleur. Et donc, pour expliquer cette notion de cognition incarnée, je voulais pas faire ça en sorte de cours magistral, voilà c'est quoi la cognition incarnée, je voulais y arriver petit à petit. Et donc, je pense que c'est la partie 4 du livre, où je propose une vision non réductionniste du cerveau. Je dis, comment expliquer à tout le monde que nos sens ne fonctionnent pas juste de cette manière qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire l'information qui vient de l'extérieur et remonte au cerveau. Et je lui dis, la douleur, c'est vraiment le top. Parce que la douleur, c'est deux choses en même temps. C'est un sens, la nociception, donc on pourrait penser qu'il est bottom-up, mais c'est aussi une émotion. On sait que la douleur est très modulée par des effets d'attente. Et donc, je me suis dit, l'exemple parfait pour expliquer que notre perception n'est pas juste des capteurs passifs, un peu comme le micro est en train de capter ma voix, mais il y a aussi des effets d'attente. Mon cerveau est aussi en train de reconstruire le monde pour boucher les trous qui manquent dans la perception, parce que nos capteurs ne sont pas top, et donc il y a plein de choses qui manquent, et mon cerveau va boucher ces trous. C'est ce que j'avais expliqué un peu aussi dans Votre cerveau joue des tours, mon premier livre. Et donc, il y a cet article édifiant que j'aime beaucoup de ces deux clous. Donc, les deux histoires sont dans un même article. C'est un même article scientifique qui rapporte ces deux histoires de clous. Donc, la première histoire de clous, c'est un monsieur qui travaille sur un chantier avec un pistolet à clous, mais de gros clous, vraiment de chantier. Et à un moment, le pistolet, il part tout seul et lui transperce sa chaussure et son pied. Et donc, le mec, il est en agonie, il gueule, j'ai hyper mal, tout le monde le prend à l'hôpital, il est en pleurs, il en peut plus, il souffle le martyr, on lui donne des calmants, on lui dit que maintenant on va couper sa chaussure pour voir les dégâts et voir comment est-ce qu'on va l'opérer. On lui coupe sa chaussure et le clou avait complètement loupé son pied. En fait, il n'a pas été du tout touché. C'était entre ses orteils. Entre ses orteils, il avait rien. Et donc, pourquoi est-ce qu'il avait mal? Il n'avait pas. Donc, ses capteurs nociceptifs n'avaient pas été activés, mais il a eu très très mal. Et ça, c'est le premier effet d'attente, où la douleur est augmentée par l'effet d'attente. Et le deuxième... Il ne faut pas remettre en question la douleur, parce qu'elle existe en final, d'une certaine manière, non? Oui, exactement. En fait, ce que je voulais expliquer dans ce chapitre, c'est que en fait, toutes les douleurs sont psychosomatiques tout le temps. C'est complètement absurde de vouloir hiérarchiser les douleurs. Et donc la deuxième histoire de clou, c'est un autre mec dans un autre chantier, ils se connaissent pas, mais c'est un chantier, je pense qu'il était plus à la maison. Ici aussi, il a un revolver de clous, mais sauf que lui, sans faire exprès, sans faire attention, apparemment, il se prend un clou dans la mâchoire, mais il le sait pas. C'est des petits clous qui sont assez grands, mais qui sont assez fins. Et donc il rentre chez lui à la maison, ou il était chez lui à la maison, je sais pas, et il a un peu mal à la dent. Il dit, je pense à sa femme ou à quelqu'un de sa famille, j'ai mal à la dent. Et on lui dit, ne t'inquiète pas, c'est rien, ça va passer. Donc il dit, ok, il rentre se coucher, le lendemain il se réveille, il a encore un peu mal, il mange, il vit sa vie. Au bout de 4-5 jours, il dit, je vais aller consulter. Donc, il va chez son dentiste et ils lui font une radio, et en fait, il a un clou qui est vraiment logé, qui va presque toucher son cerveau. Il avait ça pendant 4-5 jours, mais lui, il avait pas du tout mal. Parce qu'il savait pas qu'il avait un truc. Lui, il pensait que c'est un truc dedans. Il avait pas vu le clou partir. Et donc, dans le livre, il y a les photos qui sont vraiment impressionnantes, notamment le clou qui est dans la tête, parce que c'est vraiment un gros clou.
Et c'était pour montrer en fait ces effets d'attente, qu'on n'est pas des êtres passifs en train juste de recevoir de l'information, de la traiter un peu en input-output. C'est-à-dire nos inputs sont un truc qui vient de l'extérieur, qui est rajouté et mélangé à nos attentes et des trucs qui viennent de l'intérieur. Et de ce chapitre, j'utilise une sorte de tremplin pour aller à la cognition incarnée. Parce que derrière aussi, la science pendant longtemps, c'était essayer d'objectiver le monde. Mais par exemple, un truc comme la douleur, c'est inobjectivable, parce qu'il y a aussi cette dimension phénoménologique de vie, de notre subjectivité. Comment est-ce que je ressens quelque chose? Et par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a mal, comment est-ce qu'on mesure sa douleur? On lui demande, genre, combien est-ce que tu as mal sur une échelle de 1 à 10? Le problème de demander, c'est que parce qu'on n'a pas accès à la phénoménologie les uns des autres. Moi, je te dis, Greg, tu as combien mal maintenant que tu t'es cogné le pied contre le lit? Et tu me dis 9, et je peux me dire, genre, il exagère. Alors, il s'est juste cogné le pied, genre qu'il arrête de faire des chichis. Et c'est ce qu'on voit dans les hôpitaux, etc. Par exemple, je sais pas, une femme qui a une douleur thoracique va devoir attendre pas mal d'heures plus qu'un homme avant qu'on lui dise peut-être tu as une crise cardiaque ou qu'on lui dise que tu exagères, ou etc. Un homme peut avoir des analgésiques beaucoup plus vite qu'une femme. Pourquoi? Les blancs vont avoir des analgésiques beaucoup plus vite que des noirs. C'est contextuel. Parce qu'on considère que les noirs peuvent supporter la douleur plus que les blancs, et parce qu'on supporte que les femmes se plaignent beaucoup plus facilement de la douleur que les hommes. C'est plutôt l'inverse, non? Ben non, on considère qu'un homme qui vient et qui se plaint, c'est qu'il a vraiment eu très très mal et que... Oui, mais dans la vraie vie, les femmes, elles gèrent mieux la douleur que les hommes, bien non? sûr. Enfin, ça dépend des hommes et des femmes, mais oui, en général, les femmes parce que déjà, elles ont les règles chaque mois, donc elles sont entraînées plus que les hommes à la douleur. Genre. Ouais. Elles ont une plasticité. Elles saignent et tout, elles ont une plasticité. Elles ont la douleur, malheureusement, les pauvres. Et donc, c'était vraiment de montrer cette dimension, l'importance de la subjectivité dans la compréhension des humains, et qu'il y a une nouvelle science de la subjectivité à développer. On a passé des siècles, parfois des millénaires, à vouloir tout objectiver. Et aujourd'hui, on est face à un sujet d'étude, nous, où on ne peut pas se comprendre en se disant je vais mettre de côté la dimension subjective et phénoménologique, parce que on louperait des tonnes de douleurs agonisantes parce qu'on ne sait pas comment les objectiver. Peut-être que dans le futur on pourrait se dire on s'en fout de la subjectivité si on arrive à la mesurer, mais pour le moment on n'y arrive pas. Et il y a certains philosophes et certains chercheurs comme David Chalmers qui disent en fait, et on n'arrivera jamais à mesurer la subjectivité, parce que la subjectivité c'est la phénoménologie, c'est comment être moi. Même si je te dis Greg, j'ai hyper mal au genou, tu sais pas c'est comment avoir mal pour Albert, tu sais juste comment avoir mal pour Greg, et on sait pas encore comment mesurer. Et je pense qu'en tout cas de mon vivant on ne saura pas comment le faire. Et donc il faut... Qu'est-ce que tu penses du coup de la douleur des enfants? Tu vois, un enfant qui se fait peur, parce qu'en fait souvent il se fait peur plus qu'il se fait mal. Est-ce que ça explique aussi les crises de larmes des enfants? Ça peut être, et si ça se trouve, il n'est pas en train de se faire peur. Si ça se trouve, les enfants ont vraiment mal, même quand il ne se passe rien, parce que leurs effets d'attente sont supérieurs à celle des adultes, et que du coup quand un enfant se cogne à peine mais s'attend à avoir mal, peut-être qu'il a vraiment mal, un peu comme notre mec de Clou. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas accès à la phénoménologie des enfants, et les enfants, quand on leur demande de manière déclarative, ils sont pas hyper fiables, on va dire. En tout cas ma fille, je l'ai déjà vue tomber et crier comme si elle vient de perdre 3 membres, alors qu'elle avait à peine touché quelque chose, mais elle sait que je suis dans la pièce, donc elle sait que je l'ai vue. Et donc, si j'étais cynique, je dirais elle veut juste mon attention, mais je suis pas particulièrement cynique, donc je pense que peut-être ma présence module sa douleur, et elle a vraiment mal parce qu'elle sait que je suis là et que je veux venir la consoler. Et je l'ai vue se prendre un mur à vitesse grand V, mais elle était seule dans le salon. Elle pense pas qu'il y a quelqu'un, se relever et remonter sur sa trottinette dans le salon et aller rentrer dans l'autre mur. Et donc, est-ce que c'est de la manipulation, du cynisme? Moi, personnellement, je pense pas, mais ça vient juste de mon intuition et de ma vision du monde. J'ai aucune raison j'ai pas de connaissances particulières, et on ne sait pas comment objectiver le truc. Encore une fois, si on mesure l'intensité des nerfs nociceptifs, en fait, ça nous dit rien, parce qu'on a trouvé des gens... Il y a une recherche, un mec qui a filé des IRM de dos à, je sais plus c'était combien, 100, 200, 500 personnes, et il a vu qu'il y a des gens qui ont des hernies discales de fou et qui n'ont pas du tout mal,
des gens qui ont des hernies discales de fou et qui souffrent, des gens qui n'ont pas du tout d'hernie discale et qui se plaignent tout le temps de maux de dos, et des gens qui n'ont pas d'hernie discale et qui ont pas mal et qui sont en bonne santé. Et donc si je dis, ok, je vais objectiver les neurones de ma fille, je vais voir est-ce que ces neurones nociceptifs s'activent ou pas pour savoir si elle a mal, en fait la douleur c'est un sens et une émotion. Donc ces neurones peuvent s'activer et elles, phénoménologiquement, pas avoir mal, et l'inverse aussi. Est-ce qu'on a tort d'opposer émotion et raison? Ce qu'on fait assez souvent, généralement. Ouais, là aussi, c'est un truc intuitif qu'on doit... qui revient à l'Antiquité. Il y avait Platon avec ses chevaux, le cheval de la passion, le cheval de la raison, un truc comme ça. Je me souviens plus vraiment des détails. J'ai lu ça il y a longtemps. Je pense que c'était dans Phèdre. Alors que quand on y pense, genre si on se pose et on pense pendant, 15 minutes au sujet, parce que c'est pas un truc où on pense 5 secondes et c'est clair, genre parfois il faut penser 15 minutes, parfois 2 jours, parfois une semaine. C'est hyper rare quand notre émotion et notre raison sont en opposition. Genre moi je sais pas, si je suis sur mon vélo, je viens ici et il y a un mec qui me braque, qui braque sur moi en voiture ou qui me klaxonne, je m'énerve et ma pensée, c'est pas genre non, calme-toi. Ma pensée, c'est quel connard, putain, pour qui il se prend, genre il est encore 9h du matin, putain, les Parisiens, machin, comme si je suis pas parisien, que je fais pas parfois la même chose. La majorité écrasante des cas, nos émotions et nos pensées, genre notre émotion et notre raison vont de pair. Je suis jaloux et mon cerveau me dit bah oui, elle va te tromper comme toutes les autres, etc. Je suis pessimiste et j'ai une boule au ventre, je me dis je vais me louper et j'ai une boule au ventre. C'est rare qu'ils soient en opposition, c'est souvent une opposition entre une sorte de dyade émotion-raison versus une autre dyade émotion-raison. Donc je m'énerve sur le vélo et je commence à me dire putain ils font chier tous, et après j'ai une pensée qui va venir et une émotion plus froide qui va dire c'est le début de la journée, calme-toi, ça vaut pas le coup, il est déjà parti de toute façon, c'est pas comme si ça va changer quelque chose. Hein? C'est plutôt lui qui va mal. Oui, voilà, c'est plutôt lui qui va mal, genre calme-toi. C'est juste que les émotions, on les sent beaucoup plus dans notre corps, alors que nos pensées, pas vraiment. Mais souvent, genre si on prend l'exemple des enfants, si je vais voir ma fille et je commence à lui raconter une histoire flippante, dans sa raison, donc dans sa tête, bah souvent les émotions vont suivre derrière. Il n'y a pas une opposition. Et si elle est en train de flipper, prends quelqu'un qui flippe émotionnellement et dis-lui intellectuellement calme-toi et vois comment est-ce que la personne réagit. Je suis pas sûr que ça va très très bien se passer. Est-ce qu'on peut ne pas se laisser aller à ses émotions, justement? Parce qu'on dit parfois, on dit ça, attends, te laisse pas aller par tes émotions, on peut ne pas se laisser aller par, etc. Ouais, mais on peut ne pas se laisser aller aussi par ses pensées. C'est encore une fois, genre, on parle des émotions comme si c'est des émotions, on peut juste se laisser aller par ses émotions, mais on peut se laisser aller par ses pensées. Genre, je sais pas, quand un ministre va à la télé de manière complètement froide nous expliquer que le réchauffement climatique ou un président de la République, on peut pas faire ce qui est nécessaire parce que sinon on devra vivre comme des Amish, il devrait pas se laisser aller à ses pensées, pas à ses émotions. Genre, ça dépend. Il n'y a pas une sorte de truc. Et à l'inverse, j'aimerais bien, moi, que des politiques se laissent aller un peu plus à leurs émotions de compassion, par exemple, au lieu de laisser des gens mourir dans la Méditerranée ou se faire massacrer sous des bombes en disant « Ah bah oui, la guerre, c'est moche. » Effectivement. Voilà. Et on s'arrête là. Genre, j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus d'émotion et qu'ils pètent un plomb et qu'ils disent non, genre non, non, la guerre c'est moche et donc on va faire quelque chose et on va l'arrêter. Peut-être que je suis un peu trop idéaliste, et est-ce que l'idéalisme est une pensée, une émotion? En fait, c'est là où on remarque que c'est complètement inopérant, parce que très souvent, nos émotions et nos raisons sont en train de bosser ensemble. Est-ce que c'est l'amygdale qui gère les émotions, ou ça n'a aucun sens de penser ça? Non, ça n'a aucun sens de penser ça. L'amygdale a un rôle central dans les réseaux et les circuits émotionnels, mais c'est un peu comme si, l'exemple que je donne, c'est tu as une montre et tu as des rouages, une montre mécanique, tu la retournes, tu enlèves un rouage et les secondes s'arrêtent, tu te dis j'ai trouvé le rouage des secondes. Genre, c'est des fonctionnements imbriqués, il y a quasiment aucune fonction qui est gérée par juste une structure. Et puis surtout, l'amygdale joue vraiment un rôle central dans quasiment tout dans le cerveau. En fait, je montre un schéma dans le livre. Il y a genre 4 ou 5 régions dans le cerveau qui n'envoient pas des afférences à l'amygdale. L'amygdale est vraiment... Le système limbique, en général, est une sorte de système central
dans notre fonctionnement, qui a des projections quasiment partout dans le cerveau. Donc oui, c'est central pour les émotions, mais c'est aussi central pour la régulation des cycles de sommeil-réveil, de la satiété, de la température. Genre, elle est impliquée dans tout. Qu'est-ce que tu penses? C'est une référence que tu prends pas dans le livre, je crois pas, je me souviens pas l'avoir vu, du dessin animé Inside Out. Oui, j'ai fait même une interview dessus. En fait, Inside Out, c'est encore une fois cette anthropomorphisation des émotions. Et ça peut faire sens d'un point de vue phénoménologique, mais c'est pas comme ça que ça marche dans le cerveau. Après, genre, je vais pas aller debunker. J'en parle dans le livre, je parle de Inside Out. Je me souviens pas, tu vois, je l'ai pas vu. Ouais, j'en parle dans le livre parce que c'est vraiment cool, mais oui, c'est pas vrai, mais c'est un dessin animé. C'est comme si je dis les Jedi, ça existe pas. Genre, il faut pas non plus devenir le mec barbant qui est en train de tout debunker. Genre, j'ai adoré le film, j'adore Pixar en général. J'ai pas allé faire mon recherche scientifique, sortir du film et dire à tous les gens qui sont allés voir le film avec moi, ouais, mais en fait, les émotions, ça marche pas vraiment comme ça. Genre, il faut aussi savoir profiter de la vie parfois. Donc en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que Inside Out, les émotions, ça marche pas exactement. Ça marche pas exactement comme ça, mais le film est bon et on s'en fout de comment ça marche dans un film pour enfants. Je sais pas si c'est vraiment pour les enfants. Pour les adultes non plus, sauf si Inside Out, ils commencent à mettre à la fin du générique, genre, et venez faire une formation sur comment découvrir vos émotions pour 4000 balles pour un week-end en Haute-Savoie. Dans ce cas-là, ils vont m'entendre. Mais tant qu'ils font pas ça... Les ballons d'hélium, ils peuvent pas porter une maison, mais c'est pas pour autant que je me dis hop, c'est nul. Imagine genre un physicien qui fait debunk de hop, ils ont pas mis assez d'azote et donc non, la maison elle aurait pas tenu et le mec il serait mort. Genre. On deviendrait vraiment chiant si on commence à faire ça. Est-ce que l'anxiété, qui est une émotion, ou est-ce que un état physiologique et une émotion. Ouais. Est-ce que c'est déjà le mot émotion, j'explique dans le livre, la définition du mot émotion est hyper compliquée, mais bon. C'est quoi la définition? Je me souviens pas, elle est dans le livre, elle est hyper compliquée. Elle est hyper compliquée. En tout cas, c'est pas juste ce petit truc. C'est pas genre, c'est pas un truc. C'est vrai je pense que dans la définition, les scientifiques ont mis le mot etc. Parce qu'on sait pas où que ça s'arrête. C'est comme pi quoi. Voilà, c'est etc. Ok. L'anxiété, c'est pas une maladie cérébrale ou c'est une maladie cérébrale? Les troubles anxieux sont une maladie pas cérébrale, c'est une maladie de l'organisme. Et de l'organisme, ça peut être, genre par exemple, je cite Thomas Fuchs, un psychiatre, qui dit que parfois les maladies psychiatriques peuvent être à l'extérieur même de la personne. C'est-à-dire par exemple, imagine que moi, je sais pas, je suis une femme et je me fais battre par mon conjoint et donc je vais hyper mal, etc. Pour Thomas Fuchs, le trauma, il n'est pas dans mon cerveau, il est dans mon entourage. Il dit, je trouve l'image très, très parlante. Il dit une personne qui est déprimée, sa dépression peut être dans son organisme, son cerveau, son corps, mais parfois une personne peut être saine et baignée dans une dépression. C'est comme si elle est dans une piscine de dépression, si elle est par exemple dans un environnement qui la rejette ou un environnement qui ne l'accepte pas, etc. Et l'exemple que je donne dans le livre, pour que tout le monde puisse comprendre un peu, c'est l'homosexualité. C'est-à-dire une personne homosexuelle dans les années 70, elle était considérée comme malade. Mais en fait, la maladie était dans l'environnement dans lequel cette personne baigne. Aujourd'hui, j'espère qu'on est tous d'accord que c'est pas une maladie. En tout cas, je pense pas que l'homosexualité est une maladie. Et du coup, les personnes homosexuelles, si elles sont dans un environnement qui n'est pas homophobe, bah, c'est un non-sujet presque. Oui. En tout cas, c'est pas genre... Voilà. Alors que si on prend une personne homosexuelle, on la met dans un environnement complètement homophobe ou une société complètement homophobe, etc., ben, elle va être déprimée, pouvoir avoir des idées noires, voire se suicider ou vouloir se suicider, etc. Est-ce que cette maladie mentale est dans son cerveau? Ben, je pense pas. En tout cas, évidemment, son cerveau est impacté par l'environnement dans lequel cette personne est, mais on peut pas directement dire... En fait, il y a un article qui est sorti et j'ai pris le titre pour un titre d'une de mes sous-parties. Il dit les maladies psychiatriques ne sont pas des maladies comme les autres. Parce que le cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte. Donc si on reprend l'exemple de la MDMA ou de la psilocybine, des champignons, etc. Si maintenant, quand on finit, on prend de la MD, moi et toi ici, on va pas avoir le même trip que si on prend de la MD dans une rave party ou en forêt. Ça change. Alors que si, je sais pas, j'ai un reflux acide et je prends un anti-acide, si je le prends ici chez toi ou dans le métro ou au bureau, c'est le même mécanisme d'action. Le cerveau est un organe dépendant du contexte et donc on doit prendre en compte les maladies du cerveau ou de l'organisme comme des maladies aussi qui peuvent être dépendantes du contexte. Il y a plein de fois où des gens viennent en thérapie. Je leur dis, en fait, vous n'avez pas vraiment un problème dans le sens
organismique, je ne sais pas si le mot existe, mais il faut qu'on change votre environnement. Genre, la manière dont vous êtes en train de vivre ne vous donne pas une chance d'aller bien. Et donc, il faut se demander quel est le bon niveau explicatif pour ce que je suis en train de voir. Une personne vient me voir pour une dépression, quel est le bon niveau explicatif pour sa dépression? Est-ce que c'est un problème de traitement de l'information par sa psyché, et donc on va travailler la structure des pensées, des émotions, etc. Ou est-ce que c'est un truc exogène? Genre la personne vient de perdre son taf, elle vient de se faire larguer, elle ne sait pas comment elle va payer son loyer, etc. Et donc elle est déprimée. On va voir comment est-ce qu'on change son environnement pour qu'il redevienne moins précaire, et sa dépression va se résorber. D'ailleurs, comment ça fonctionne, cerveau n'a rien, quoi. Les anxiolytiques? Alors, on ne sait pas trop c'est quoi les mécanismes d'action. Par exemple, les antidépresseurs, souvent on pensait que c'était une inhibition de la recapture de la sérotonine. Mais vu qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment sûr que la dépression et la sérotonine, c'est un lien aussi direct que ce qu'on croyait, on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait que ça fonctionne pour certaines personnes, et c'est pour ça aussi qu'on ne sait pas pour qui est-ce que ça va fonctionner ou pas. Beaucoup de fois, le traitement psychiatrique, c'est un peu de l'essai et de l'erreur. On va essayer, voir, on va attendre. Votre psychiatre va vous dire il faut attendre 2 semaines pour voir que ça se stabilise. Les premiers jours, ça peut être difficile, etc., etc. Et après, on découvre. Et on ne sait pas pourquoi, mais pendant longtemps, dans l'histoire de l'humanité, on a utilisé des tonnes de trucs avant de savoir comment ça marche. Genre, je sais pas, la chlorophylle pour se déboucher le nez. Je dis ça depuis des millénaires sans doute. J'en sais rien, mais j'imagine. Et on n'avait pas le mécanisme d'action, on ignorait même que les molécules, que les atomes, que tout ça existe. Donc on n'a pas nécessairement besoin, c'est pas une sorte de big deal, parce que parfois les gens me disent tu dis que c'est pas la sérotonine, donc tu dis que les antidépresseurs ça marche pas. Non, pas du tout. Si vous avez un antidépresseur, un traitement qui vous aide et qui marche, il faut surtout pas l'arrêter. Mais c'est pas parce que quelque chose marche qu'on sait comment ça marche. Mais par contre, ça explique pourquoi parfois ça marche pas. Ça explique pourquoi parfois ça marche pas, et ça explique pourquoi plein de fois il y a des tonnes d'effets secondaires aussi. Il y a de prise de poids, etc. Parce que quand on prend un inhibiteur de la récapture de la sérotonine, c'est en train d'inhiber la récapture de la sérotonine partout. Et donc, par exemple, si la sérotonine est impliquée dans les sentiments de satiété, vous pouvez avoir faim tout le temps, manger et donc prendre du poids. Ou avoir des problèmes d'érection si vous êtes un homme, par exemple, qui a un effet secondaire assez commun quand des hommes prennent certaines familles d'antidépresseurs. Et donc, c'est pas du tout ciblé et on ne sait pas encore comment ça marche, mais parfois, c'est la seule issue qu'on a, donc il faut essayer pour essayer de réduire la souffrance de la personne. Il faut savoir qu'on n'a pas découvert de nouvelles molécules en psychiatrie depuis un moment maintenant. D'accord, je sais pas. C'est quoi J'ai noté ça d'ailleurs, mais je me souviens plus parce que je l'ai lu, mais je me souviens plus ce que c'est. Le modèle de MacLean. Alors le modèle de MacLean, c'est le modèle triunique du cerveau. On a le cerveau gauche, cerveau droit, c'est le modèle à 2. Et puis il y a MacLean qui est venu, qui a dit non, le cerveau c'est pas 2, c'est 3. Et donc c'est quand on entend parler du cerveau reptilien, mammalien et le néocortex, c'est de dire en fait notre cerveau justement on va invoquer Darwin, alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Dans l'évolution, c'est développé en strates, comme des sortes de strates géologiques. Et donc on a le cerveau le plus ancien, c'est notre cerveau reptilien, puis notre cerveau mammalien, puis notre cerveau néo-mammalien. C'est pas vrai du tout. Alors, notre cerveau ne s'est pas du tout développé comme ça en strates. Et là aussi, tu as, je sais pas, José Mourinho, entraîneur de foot, qui dit moi, je veux que mes joueurs utilisent leur cerveau reptilien. Il faut que ça soit un truc d'instinctuel, de ne pas réfléchir, alors que ça n'existe pas. Et puis, il y a des formations qu'on va te vendre pour essayer de mieux contrôler ton cerveau reptilien et ne pas être à sa merci pour pouvoir prendre des décisions supérieures, meilleures, de meilleure qualité. Tout ça. Mais il n'y a pas des trucs que tu... En fait, moi... Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Sur la liberté, tu vois, on se dit est-ce que je suis libre, etc. Et en fait, tu te rends compte que le libre arbitre. Ouais, le libre arbitre de certaine mesure, mais et en fait, tu te rends compte que ton cerveau, parce que des années, des milliers d'années d'évolution, font que finalement, t'es pas si libre que ça, parce qu'en fait, il va fonctionner d'une certaine manière qui fait que tu vas reproduire des choses qui sont pas forcément volontaires. Et ça, c'est pas le cerveau reptilien ou comment ça marche? Non, pourquoi est-ce que ça va être le cerveau reptilien? Ça peut être... En fait, par exemple, le cortex, il y a plein de mammifères qui ont un cortex. Et il y a plein de structures dans... Je sais pas, chez les oiseaux qu'on retrouve même chez nous. On peut ne pas avoir de libre arbitre sans avoir un cerveau reptilien. C'est-à-dire, encore une fois, notre cerveau ne s'est pas développé un peu comme un oignon. D'ailleurs, je cite un article de recherche que j'aime beaucoup qui dit « Votre cerveau n'est pas un oignon avec un petit reptile dedans ». C'est ça le titre de l'article scientifique. Moi, je trouve ça assez drôle. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est développé en couches et en strates.
c'est plein de petits bouts qui se sont emmêlés, qui ont pris de fausses routes, qui ont fait des déviations, etc., etc. Et évidemment, il y a des fonctions communes entre plein, je sais pas, par exemple, la structure qui va gérer la régulation de la température du corps. Elle est commune à tous les animaux, j'imagine, à sang chaud, comme on dit. Mais est-ce qu'elle vient du même endroit, de la même structure? J'en sais rien. Et deux, ça ne nous dit rien sur notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une discussion quasiment philosophique. J'ai fait une conférence d'ailleurs sur le libre arbitre. Déjà, c'est quoi le libre arbitre? Comment est-ce qu'on le définit? Et c'est ça qui est cool dans ma discipline, c'est qu'il y a encore une fois tellement de choses à découvrir sur le libre arbitre. À l'époque où j'ai fait ma conf, il y avait 2 livres qui venaient de sortir par 2 personnes que j'apprécie énormément dans le milieu. Robert Sapolsky, qui est vraiment là aussi un ponte du domaine, qui a écrit un des meilleurs livres sur le stress, qui s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère », que je cite d'ailleurs dans Votre cerveau joue des tours. Et là, il venait d'écrire un livre qui s'appelle, c'est en anglais, il est sorti genre il y a peut-être un an, qui s'appelle Determined, pourquoi on n'a pas de libre arbitre. Et en même temps, il y avait un autre chercheur que j'aime beaucoup, qui est plus jeune, mais que je trouve fait des trucs vraiment super, qui s'appelle Kevin Mitchell, et qui avait sorti un livre qui s'appelle Free Agents, How Evolution Gave Us Free Will, comment l'évolution nous a donné du libre arbitre. Et ce qui est fascinant, c'est que Sapolsky et Mitchell arrivent à 2 conclusions en opposition directe, alors qu'ils partent des mêmes corpus. C'est-à-dire les 2 sont en train de citer les expériences de Libet pour ceux qui connaissent. Ils vont citer comment des systèmes déterministes peuvent faire émerger des propriétés émergentes non déterministes, ou l'inverse, comment des systèmes non déterministes peuvent faire sortir des systèmes déterministes, etc. Et on ne sait pas encore aujourd'hui. Tout dépend d'une question de définition. Personne ne croit qu'on a un libre arbitre total, ça, personne n'y croit. Il y a plein de gens qui y croient, moi je pense. C'est plus des marges de manœuvre. Pas dans les scientifiques, mais je pense qu'il y a beaucoup de peut-être pas dans les scientifiques, mais chez les scientifiques, personne ne pense qu'on a une sorte de libre arbitre total. C'est des degrés, on appelle ça des degrés de contrainte. Certaines personnes pensent qu'on a un degré de contrainte à genre 100%, que tout est prédéterminé. Par exemple, Sapolsky, il pense que c'est complètement absurde de donner des prix, de punir, de mettre en prison. Si tu lui dis genre, ton livre est super, bravo, il te dit moi j'ai juste suivi genre la chaîne causale depuis ma naissance, donc pourquoi tu me dis bravo, j'y suis pour rien. Alors que Mitchell pense qu'on a un peu plus de degré de liberté, que non, on a une sorte d'agentivité qui fait qu'on peut interagir avec le monde, et que même si chacun d'entre nous est peut-être déterministe, nos interactions les uns avec les autres apportent une sorte de dimension aléatoire à notre existence, et donc on a une marge de manœuvre. Et il y a encore d'autres qui disent ok, on n'a pas de libre arbitre. En anglais, le libre arbitre s'appelle du free will, mais qu'on a ce qu'on appelle du free want. C'est qu'on n'a pas la liberté de choisir, mais on a la liberté de refuser. Et donc si par exemple là on se dispute, j'ai 3 options, un peu comme un jeu de rôle pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, les jeux de rôle en jeu vidéo. Et donc j'ai comme si j'ai un menu qui apparaît dans ma tête qui me dit option A, est-ce que tu veux exploser la tête de Greg avec un coup de poing? Option 2, tu prends la caméra et tu l'exploses contre le mur. Option 3, tu te lèves et tu te barres. Et je peux décider lesquels je ne veux pas. Donc je veux pas te péter la gueule, je veux pas péter ton matériel, voilà. Et donc je vais partir, je jette le micro et je pars. Et donc on parle là de free want, mais tout ça n'a rien à voir avec le cerveau reptilien, puisque si ça se trouve les crocodiles ils sont beaucoup plus libres que nous, j'en sais rien. Mais par contre c'est intéressant même sur cette idée de liberté, de libre arbitre. Je pense que, je sais même pas si tu dois le savoir quand même, que je pense que pour beaucoup de gens, le libre arbitre il est total. Tu vois, ils ont l'impression d'être libres, alors qu'en fait, finalement, entre ce que tu disais d'ailleurs, le contexte social, la manière dont ton corps fonctionne, et le troisième, c'était quoi Attends, c'était le contexte, tu as parlé tout à l'heure... et la biologie, genre. Et la biologie. Cerveau, Et ben en fait, on n'est pas très libre. Enfin, on est libre... Non, mais il y a des gens qui considèrent, genre, par exemple, tout le récit de la méritocratie, que je touche brièvement, part du principe il faut qu'on soit libre pour que celui qui veut peut, quoi. Tu peux pas qui veut peut si tu peux pas vouloir ce que tu veux. Et donc il y a évidemment beaucoup d'idéologies politiques qui reposent sur le principe du libre arbitre, parce que s'il y a plus de libre arbitre, en gros s'il y a pas de libre arbitre, ça sert à rien de mettre quelqu'un en prison, ça sert à rien de récompenser ceux qui bossent dur. Ça sert à rien de faire tout ça. Et du coup, évidemment que pour avoir certaines idéologies et opinions politiques, notamment les opinions politiques plus individualistes, en gros la droite pour faire simple,
Parce que tout le monde dit, mais c'est quoi la droite, c'est pas la gauche, c'est quoi? C'est assez simple, genre, la droite, c'est un truc de... L'État ne se mêle pas des affaires des gens, et les gens vont, par effort individuel, par la hargne, par le travail, par machin, réussir. Et la gauche, c'est de dire, non, en fait, on n'est pas tous égaux, et la société doit tendre vers gommer ces inégalités qui sont dues parfois au contexte. Je suis né dans une famille pauvre, etc. Et donc, il faut qu'on rééquilibre le jeu en ayant plus d'aide sociale, en ayant une gratuité de l'éducation, etc., etc. Et donc, évidemment que si tu vas avoir, si tu es d'idéologie libertarienne, tu peux pas être libertarien si tu crois pas au libre arbitre. C'est juste compliqué, quoi. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas si libre que ça. En tout cas, dans la communauté des chercheurs, je connais personne qui est un libertarien au sens fort du terme, qui dit non, on n'a pas de contraintes, et vraiment par la force de la volonté, tout le monde peut bosser et s'en sortir. Hier, j'ai vu une stat dans un forum, je pense que c'était un truc anticapitaliste, un truc comme ça, c'était marrant, et ils avaient calculé que si Lucy, tu vois, Lucy, l'Australopithèque Lucy, qui existe, je vais trouver la stat qui existe. Voilà. On est tous descendants de Lucy. Voilà, si Lucy l'Australopithèque avait mis de côté 160 € par jour depuis 3,5 millions d'années, elle aurait aujourd'hui la même fortune que Bernard Arnault. Comme quoi, quand on veut, on peut. Donc oui, non, c'est pas juste un truc de la volonté de l'individu. Je trouvais ça drôle. Je vais te poser des questions aux psychologues aussi sur la manière dont le développement personnel a utilisé la neuroscience, qui est un gros bout aussi de ton bouquin, et qui est très critiqué dans la communauté des scientifiques de manière générale. Les scientifiques en général. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, comment le développement personnel utilise la neuroscience pour vendre des trucs au final? En fait, la première chose de comment le développement personnel utilise les neurosciences, c'est que le développement personnel utilise beaucoup de connaissances qui viennent, dans la majorité écrasante des cas, de la psychologie sociale des années 50-60, l'école de Palo Alto, la psychologie humaniste de Carl Rogers, etc., et fait passer ces connaissances pour de la neuroscience. Alors que c'est pas du tout de la neuroscience. Genre, du tout. Par exemple, la PNL, la PNL, je sais pas si tu connais sans doute, qui est un grand courant dans le développement personnel. Sûr, PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Il y a quasiment pas de neuro là-dedans. Donc c'est les positions de pouvoir, genre retrousse tes manches, sois plus droit, fais en sorte que ta voix est envoyée, le truc des yeux, si quelqu'un regarde en haut à droite, t'es en train de mentir, en haut à gauche, la manière de ne pas dire de négation, mais de parler tout le temps à l'affirmative, parce que le cerveau n'aime pas la négation, machin, tout ça, par exemple, le truc de la négation, c'est une sorte de distorsion d'une idée qu'avait Gregory Bateson dans les années 60, dans la schizophrénie, sur la double contrainte, tu vois, genre on peut tout le temps remonter les trucs. Donc la première chose de comment le développement personnel instrumentalise les neurosciences, c'est que il fout le mot neurosciences sur des connaissances qui ne sont pas neuroscientifiques, qui sont vraiment de psychologie sociale, psychologie clinique. La deuxième chose, c'est justement le développement personnel, ça s'appelle le développement personnel, il ne s'appelle pas le développement collectif. Donc il y a aussi une individuation de plein de sujets sociétaux, la créativité, le leadership, l'abondance, la capacité à pouvoir bien bosser. Et encore une fois, c'est souvent ces idées. Et donc, il y a une sorte de sursimplification des choses pour pouvoir soit vendre des tests, soit vendre des méthodes. Donc, on retrouve le cerveau gauche, cerveau droit. Donc, analytique, créatif, le truc du cerveau reptilien, les 10% du cerveau. Mais derrière aussi, il y a beaucoup de psychologie sociale sur les tests de personnalité, le MBTI, la processcom, etc. Donc, de cognition sociale aussi. Et on va juste mettre le mot neurosciences pour aucune raison. Donc, comment on fait pour justifier l'utilisation de mot neurosciences? On va dire l'amygdale, on va dire neuroplasticité, tout simplement. Mais c'est souvent pas les neurosciences. Et donc dans tout ça, il n'y a pas grand-chose à garder ou... Il n'y a pas grand-chose qui vient des neurosciences. Est-ce qu'il y a des choses à garder? Si, oui, bien sûr qu'il y a des choses à garder, mais c'est aussi comment on les dit et comment est-ce qu'on les enrobe et dans quel contexte. Par exemple, je sais pas, le principe de la congruence, d'essayer d'être congruent entre ses valeurs et ses actes, c'est très bien, ça évite la dissonance cognitive, on a envie d'être plus congruent, vouloir avoir plus d'agentivité, comment est-ce qu'on peut devenir plus acteur de sa vie au lieu de mieux la subir. Bien sûr que c'est bien, mais moi, mon problème avec le développement personnel, c'est vraiment le principe de base de croire qu'une grande partie des problèmes sociétaux
peuvent être résolus en agissant juste sur l'individu et donc en invisibilisant tous les déterminants justement socio-économiques, contextuels, culturels parfois, les normes sociales, etc. Alors que je pense que c'est pas le bon niveau explicatif pour plein de raisons. Genre, vous voulez mieux attaquer la journée, si vous êtes en train de bosser 10 heures par jour et vous êtes au bord du burn-out, vous pouvez faire autant de méditation que vous voulez à 5 heures du matin pour saluer le soleil. Ça va pas le faire. Et mon deuxième problème, qui n'est pas avec le développement personnel mais qui est avec le coaching, et c'est un problème, on va dire, un peu plus grave pour moi, c'est que ce qui m'attriste, c'est qu'on a besoin de coachs. En fait, on a besoin de ce qu'on appelle en anglais des business coachs, c'est-à-dire des gens qui sont formés à la vie en entreprise pour aider des salariés, des dirigeants, etc., à résoudre des problématiques liées au business. Et malheureusement, ces compétences nécessaires, moi je suis psychologue clinicien, s'il y a un patient qui vient et qui me voit, il me dit je viens d'être promu PDG d'une boîte avec 20 000 salariés et je sais pas quoi faire, moi je peux pas l'aider. J'ai quasiment jamais bossé en entreprise, j'ai bossé en entreprise très brièvement quand j'avais 17-18 ans, j'étais geek, c'était une entreprise d'informatique, donc rien à voir. On a besoin de business coaches, genre on a besoin de gens dont la compétence c'est d'accompagner les dirigeants pour prendre des décisions difficiles, etc. Le problème c'est que cette compétence nécessaire, elle est noyautée sous une montagne de coaching, de bullshit qui va s'improviser pour gérer l'anxiété, pour gérer le stress, qui s'improvise en fait psychologue clinicien. Et mon appel c'est quelque part de dire en fait il faudrait que des coachs qui sont de bons business coachs décident de prendre à bras le corps leur profession et de faire émerger ce besoin réel. Je le vois, j'ai des patients qui sont chefs d'entreprise ou qui sont salariés ou chefs d'équipe ou cadres, et je vois très bien qu'ils ont une détresse en deux parties, c'est-à-dire qu'ils ont une détresse où ils ne savent pas comment gérer ces trucs parce qu'on ne leur a jamais appris, et qu'à côté, ça leur cause potentiellement un trouble anxieux, ça leur cause potentiellement un burn-out, et moi je peux très bien m'occuper de la partie trouble anxieux, burn-out, etc., mais j'ai besoin d'aide pour la partie logistique, genre vraiment pratico-pratique de leur vie professionnelle que je connais pas du tout. Tu parles de burn-out. Je trouve que cette expression, elle est utilisée de manière très facile. Mais techniquement, il y a quand même une définition du burn-out. Ah oui, un burn-out, c'est pas seulement qu'il y a une définition. C'est pas juste je suis un peu fatigué, quoi. Non, c'est un truc d'hyper handicapant. C'est parfois être alité pendant plusieurs jours, et un burn-out, on met des mois pour s'en remettre. Hein. En général, c'est, je pense. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? C'est une sorte on l'a mis sous, pour faire genre simple, c'est comme si on a mis sous tension le corps pendant si longtemps qu'il lâche. Il y a vraiment un truc qui lâche dans le cerveau ou... ça lâche. Non, pas dans le cerveau. Genre, il y a une fatigabilité neuronale, mais encore une fois, on n'a pas vraiment des mécanismes d'action. Encore une fois, il y a la majorité des modèles théoriques sont à créer. On les a pas. On n'a pas encore de paradigme unifié pour plein de choses, pour les burn-out, pour les troubles anxieux. Les troubles anxieux, ça commence à émerger pour la dépression, pour la schizophrénie, pour les émotions, pour la raison, pour la prise de décision, pour le libre arbitre, pour tout ça. On n'a pas vraiment aujourd'hui encore de modèle théorique. On n'en a pas. Et c'est hyper compliqué de faire de la science sans modèle théorique. On appelle ça la phase pré-paradigmatique. Et donc, chacun peut piocher un peu ce qu'il a envie, comme il a envie, dans un corpus complètement explosé de faisceaux de preuves qui ne convergent pas encore vers un modèle théorique unifié. Et donc, on ne sait pas, mais on sait que comportementalement, phénoménologiquement, émotionnellement, intellectuellement, il y a une sorte de décrochage où la personne sent qu'elle ne peut plus rien faire, qu'elle est vraiment au bord de la vie, au bout de sa vie, et c'est quelque chose d'hyper handicapant, et c'est toujours plus simple de prévenir un burn-out que de le soigner, quoi. Il y a une phrase qui m'a surpris dans le livre où tu parles de l'introspection en disant l'introspection, entre guillemets, n'est pas pour autant inutile. Et j'étais hyper surpris de la part d'un psychologue qui te dit bon, l'introspection, oui, bon, ok, c'est pas complètement inutile. Alors que, tu vois, j'ai l'impression que c'est hyper utile, moi. En fait, ça dépend comment on fait une introspection. Donc, cette phrase vient d'une partie où je parle du self, parce que justement, dans le développement personnel, souvent, on va te dire, on va essayer de t'aider à trouver ce que tu veux vraiment. On va essayer de t'aider à trouver qui tu es vraiment. Kigai, etc. Ouais, alors que quand on regarde les recherches des neuroscientifiques sur le self, ou des psychologues, en gros des sciences cognitives, en fait, on n'est pas sûr que ça existe ce truc et qu'il n'y a même pas un seul self. Il y a plein de self. Genre, l'Albert qui te parle n'est pas le même Albert qui est en train de jouer avec sa fille ou qui parle avec ses étudiants ou qui va aller traîner avec ses potes demain pour l'anniversaire d'une amie à nous. Et donc,
quand quelqu'un va aller te dire on va faire de l'introspection pour trouver qui on est vraiment, en fait c'est comme un chien qui court derrière sa propre queue. Tu vas juste devenir quelqu'un qui cherche qui il est vraiment, mais tu vas rien trouver particulièrement. Et donc dans cette partie où je démonte un peu cette notion d'essayer de trouver qui on est vraiment, alors qu'il y a tout un champ de recherche assez fascinant sur justement comment on change de personnalité sociale, de self social, on appelle ça parce que c'est pas une personnalité, c'est le self social, et qui c'est hyper fascinant. Là aussi on a un récit complètement appauvri et inintéressant il y a un moi caché vrai en moi et que le développement personnel va permettre de révéler. Et dans cette partie où je critique cette quête, je me suis dit il faut que je nuance un peu et je dis que l'introspection peut parfois être utile, mais pas comme ça. Et effectivement, l'introspection peut parfois être utile, mais je pense pas non plus que genre si tu viens me voir en consulte, je suis pas du tout le psy qui va passer 10 séances à faire de l'introspection pour sonder. Il y a un de mes livres préférés qui est pas genre j'aime beaucoup le chercheur qui l'a écrit, mais je trouve que le livre il est un peu fort de café dans sa tête. Ça s'appelle The Mind is Flat, que le cerveau est plat. Et comme le bouquin, comme la Thomas Friedman, The World is Flat. Voilà. Du coup, The Mind is Flat, c'est Nick Chater que je cite dans le livre, je pense aussi, et qui dit en fait cette notion de on va aller creuser. En fait, c'est une image, mais on n'est pas sûr qu'il y a de la profondeur. Donc, mais oui, l'introspection, c'est-à-dire se demander. Pour moi, l'introspection, c'est par exemple, je sais pas, je me suis disputé avec mon meilleur pote et je vais me poser et demander comment est-ce qu'on est arrivé là alors qu'on se connaît depuis 20 ans et comment est-ce que j'aurais pu changer ça. C'est plus de l'introspection sur mes réactions face au monde, comment les gens réagissent face à moi. Mais me dire, je vais aller en retraite pendant 3 semaines pour trouver qui je suis vraiment et qui j'ai envie vraiment d'être. On va juste s'inventer une histoire et se dire ah ouais c'est chouette et pourquoi pas, mais c'est important pour moi qu'on sache que c'est ce qu'on est en train de faire. Et en fait je pense le gros sujet sur les discussions que j'ai avec notre fameuse amie commune, c'est pour moi dans le développement personnel ce qui est vraiment essentiel, c'est de différencier ce qui est de la connaissance scientifique et de la croyance. Et moi, je trouve que c'est ok d'avoir des croyances, tu vois. Tu peux avoir des croyances. Si ça te fait du bien, c'est super. Tant que tu sais que c'est des croyances, tu vois. Voilà, moi, j'ai plein de croyances qui sont complètement, je sais pas, moi, dans mes remerciements, je remercie des mangas que j'ai lus, etc. Et une grande partie de qui je suis, je les ai hérités de bouquins pour enfants ou de jeux vidéo ou de choses comme ça. Et il n'y a aucun problème. Et je crois en les dragons ou des choses comme ça. C'est juste que je sais que c'est une croyance. Je vais pas aller dire merde, mon dragon n'est pas là. Je vais aller le chercher et appeler les vétérinaires du coin, tu vois. Arrête de me klaxonner, sinon je ramène mon dragon. Oui, voilà. Donc oui, bien sûr que c'est pas grave d'avoir des croyances. Le danger, c'est quand on confond une croyance avec une connaissance, en sachant que la définition est aussi floue entre les deux. Mais en tout cas, quand je surestime la véracité ou l'universalité d'une croyance et en disant c'est évident pour tout le monde alors que ça l'est pas. Est-ce que ça existe, les masques sociaux, du coup ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup cette expression, comme tu dis, on n'a pas vraiment de on a des selfs sociaux, oui, bien sûr. On a des selfs sociaux. Ouais, donc on a plusieurs selfs, mais on a des selfs sociaux aussi. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on va les appeler des masques ? Genre, si tu portes un masque, c'est que ce masque est en toi et que tu es un peu ce masque aussi. Oui, c'est ça. Si moi genre quand je suis en société, je suis hyper introverti et quand je suis seul, je suis hyper extraverti en train de danser sur, je sais pas, Taylor Swift à poil à 3h du matin chez moi, je suis ces deux personnes. C'est pas une personne est fausse et l'autre est vraie. C'est juste que peut-être que j'aime plus une personne, donc je sens que l'autre, c'est mon faux self. Mais on n'est pas schizophrène pour autant. Et surtout, je le sais, j'ai pas besoin d'aller faire une introspection méditative pendant 6 semaines pour savoir que oui, quand je suis seul, j'ai un tempérament différent. La question devient, est-ce que j'ai envie d'avoir ce tempérament quand je suis avec d'autres aussi ? Et comment est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux créer des conditions facilitantes pour cela ? Parce que c'est pas juste une question de volonté, c'est pas juste une question de l'individu. Est-ce qu'on est fait pour être heureux ? Est-ce que le cerveau, il est optimisé pour être heureux ? Ça dépend. Est-ce que j'ai une raison d'être heureux ? En tout cas, on a une sorte de biais d'optimisme qui est nécessaire pour qu'on puisse apprendre. Il faut qu'on oublie les événements négatifs. Je sais pas, tu prends un bébé, j'ai mon pote chercheur Stefano Palminteri qui travaille sur le biais d'optimisme et qui montre... en tout cas, qui explique, je sais pas, un bébé qui tombe en essayant d'apprendre à marcher, il faut qu'il soit optimiste. S'il tombe, il a mal, il se dit putain, je lâche le morceau et il réessaye pas, il va jamais apprendre à marcher. Donc on a quand même un truc d'optimisme. Mais là aussi, est-ce que l'optimisme dépend juste de moi ? Est-ce qu'on est câblé pour ? Ça dépend de l'environnement dans lequel on est, ça dépend de comment ça se passe. Mais oui, on a une sorte de biais d'optimisme parce que ça a une fonction de nous permettre d'aller de l'avant et de survivre et donc de pas mourir. Et à un moment donné, dans le bouquin, tu dis que le cerveau hallucine régulièrement. Je dis que la conscience est une hallucination contrôlée.
Ouais, ça, c'est pas de moi, c'est là aussi un des plus grands chercheurs sur les sciences de la conscience qu'on a aujourd'hui dans le monde, qui s'appelle Anil Seth. Et justement, dans ce truc de bottom-up, top-down dont on parlait, on a une partie de l'information qui vient de l'extérieur et puis on le mélange avec nos attentes. Anil Seth dit que la conscience, c'est une hallucination contrôlée. C'est-à-dire, il y a des règles stables qui peuvent prédire et on est en train d'halluciner le monde en permanence à partir de règles communes qu'on apprend au cours de notre vie. Voilà. D'ailleurs, il a écrit un livre, je sais, c'est bizarre de promouvoir d'autres livres, quoi, alors que je suis supposé faire la promo. Il a écrit un livre qui s'appelle Being You, qui est d'ailleurs dans la bibliographie du mien, donc de Anil Seth, qui est un des meilleurs livres sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'émergence de la conscience dans le cerveau, qui est un grand, grand mystère. Oui, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Au final. On a genre 10 modèles théoriques qui sont en contradiction les uns avec les autres, et on ne sait pas c'est lequel. Mais c'est ça qui laisse de la place aussi à aux croyances. Ah oui, absolument. Directement, dans le premier chapitre, j'explique pourquoi est-ce que c'est possible de faire de la neuromania et on ne fait pas de la mécanique mania. C'est parce que les neuromania et les neurosciences sont encore des sciences pré-paradigmatiques. Donc, encore une fois, il y a 4 sciences aujourd'hui qui sont pas encore hyper stabilisées et qui semblent fasciner le grand public. C'est les neurosciences, la physique quantique, la génétique et la théorie de l'évolution. Ouais, parce que du coup, on l'utilise à tous les... Alors que la théorie de l'évolution, par exemple, on a un modèle théorique hyper robuste, mais qui est un peu parfois mal compris, parfois dévoyé, parfois machin, et donc il est facile. Mais les 3 autres, genre la physique quantique, on a des modèles, mais on galère. L'épigénétique, on est encore au balbutiement, donc on ne sait pas très bien comment ça marche. On a des modèles théoriques, mais ils ne sont pas encore très prédictifs, et c'est hyper complexe, donc... On peut après expliquer, mais on ne peut pas prédire, on ne peut pas contrôler. En général, pour dire qu'on a bien compris quelque chose, il faut pouvoir l'expliquer, le prédire et le contrôler. Et en neurosciences, on est encore au début, aussi bien pour expliquer, encore moins pour prédire, encore moins pour contrôler. Parfait. Il y a tellement... En fait, le bouquin, il est tellement riche qu'on pourrait continuer comme ça pendant des heures, je pense. Ouais, merci. je voulais vraiment faire un livre qui... En gros, c'est un défi, et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui achètent le livre, j'aimerais bien savoir si vous essayez le défi. Le défi, c'était de prendre le livre à n'importe quelle page, tu l'ouvres, et tu es supposé tomber sur un truc relativement nouveau. Évidemment, il y a une cohérence, il y a un raisonnement que je développe, mais c'est un peu comme des blocs de Lego, on va dire. Nouveau, qui n'est pas répété, et qui, j'espère, est intéressant. Genre, jusqu'à la dernière page, tout est intéressant. À part la conclusion... J'ai essayé de faire en sorte que n'importe quelle page qu'on tourne, on va tomber sur quelque chose qui est potentiellement intéressant, mais en tout cas qui est nouveau et pas répété ailleurs dans le livre. Ouais, du coup, c'est dense. C'est dense, mais c'est accessible. Mais moi, j'aime bien. En fait, j'aime en tant que lecteur, j'aime bien les livres denses tant qu'ils sont accessibles. Et donc, je voulais faire un truc. Enfin, l'accessibilité, c'était la responsabilité de mon éditeur. Dieu sait combien on a réécrit, combien il m'a réécrit des choses. Ils sont durs. Hein. Mais la densité, ça vient de moi. Et c'était vraiment un choix. À un moment, il m'a dit pourquoi est-ce qu'on le découpe en genre 2 voire 3 livres. Il y a assez de matériel pour faire 2 et 3 livres. Si on rajoute tout ce que j'avais écrit qu'on a enlevé. Et j'ai dit non, genre en tant que lecteur, je préfère les bouquins denses, quitte à prendre mon temps, mais qui sont accessibles évidemment, que les livres où je sens qu'au bout de 20-30 pages, j'ai compris à peu près l'idée centrale et après c'est des déclinaisons de cette idée. Genre il y a des livres entiers, qui sont brillants d'ailleurs, qui existent par exemple juste sur le cerveau reptilien. Par exemple, je trouve que c'est un livre incroyable qui s'appelle justement Le cerveau reptilien, histoire d'un mensonge ou d'une fraude scientifique Je peux pas t'aider. Je sais pas non, je sais, je pense que c'est pas le maître, c'est... Attends, je vais le trouver, parce que j'ai beaucoup utilisé son livre, et je le cite, et je trouve qu'il est vraiment super. Comment il s'appelait D'ailleurs, dans le livre, tu citeras un neuroscientifique, un Américain qui vit à Lisbonne, que je connais assez bien. et je suis en train de me dire que j'ai pas son nom non plus. Je pense que ça me revient. Le livre sur le cerveau reptilien, c'est par exemple Sébastien Lemerle, qui est super, d'ailleurs, qui a écrit 2 autres livres d'épistémologie du cerveau que je connaissais pas et qui sont vraiment, vraiment géniaux. Il y a un livre entier sur, évidemment, le localisme versus le distributisme. Il y a des livres entiers sur la conscience. J'ai cité Anil Seth et Being You. Il y a des livres entiers sur l'intrication entre les émotions et la raison, comme par exemple Luis Pessoa avec The Entangled Brain, etc. Mais je voulais vraiment que mon livre soit une sorte de survol de toute cette problématique réductionniste, individualiste du fonctionnement du cerveau, embrassant très large. Il y a des livres entiers évidemment sur la douleur, des livres entiers évidemment sur la dopamine, des livres entiers évidemment sur la sérotonine, etc. Et je voulais prendre un peu ça à contre-pied, de mettre tout avec une littérature très très fournie. Comme ça, on peut piocher, on lit, j'espère que ça reste
genre nouveau et donc plus intéressant et plus stimulant. C'est assez simple mais pas simpliste, donc j'espère que ça soit accessible et ça me fait plaisir si ça a été ressenti comme tel. C'est le cas. Enfin, de mon côté en tout cas, je trouve ça top. Ben, merci. Et c'est qui c'est ce que je suis en train de rechercher dans mes contacts. Dis-moi, il fait quoi? Et peut-être que moi je connais. Il est sur le sport, sur le mouvement, sur le corps. Je pense que c'était sur la douleur, si je me souviens bien, mais je suis plus Césario peut-être? Non, c'est un Américain. Et je vais te poser ma dernière question et je vais essayer de trouver en même temps son nom. Donc le podcast s'appelle Vlan. Comment? Le podcast s'appelle Vlan. Oui. Je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Et pendant ce temps-là, je vais chercher... Je veux claquer la porte aux explications simplistes de notre fonctionnement parce que elles sont... C'est dommage. Genre, on vaut mieux que ça. Et je vais ouvrir la porte au réenchantement de la science. Il y a vraiment une ère de découverte qui s'ouvre à nous. Et on a besoin, pour le faire, c'est un peu la conclusion de mon livre, on a besoin de philosophes, on a besoin de sociologues, on a besoin d'artistes, on a besoin de scientifiques, de biologistes, de non-scientifiques. On est arrivé au bout, on est à une impasse qui n'est pas une impasse de manque de données. On a des tonnes de données sur le cerveau, on n'a jamais autant de données sur le cerveau. Notre impasse est méthodologique et théorique. On a de nouvelles sciences à développer, de nouvelles méthodologies scientifiques à développer, de nouveaux concepts, de nouvelles théories à développer. Et je vais ouvrir la porte à ça. Parfait. Et la personne, c'est John Krakauer. Tu vois, je connais pas. Mais si tu le cites dans le livre. Oui, probablement que je cite un de ses papiers, mais je le connais pas personnellement. Neuroscience Needs Behavior. Ah, j'adore cet article. Voilà. Donc je connais très bien cet article. Ouais. J'avais oublié Krakauer. Ouais, exactement. Ouais, okay. Donc il vit à New York. Donc il dit, justement, cet article, Neuroscience Needs Behavior, il dit en fait, on peut pas comprendre le cerveau en oubliant que le cerveau est un organe vers l'action. Et donc on a besoin d'étudier le comportement et l'environnement. On peut pas juste comprendre le cerveau en neurosciences en regardant juste le cerveau, parce que le cerveau, c'est un organe dont la tâche principale, c'est le comportement. Et donc on a besoin du comportement pour éclairer les mécanismes neuronaux et arrêter de juste vous dire le striatum, la dopamine, la sérotonine. Qu'est-ce que l'organisme est en train de faire? Si on ampute ce que l'organisme est en train de faire d'une manière super réductionniste, ce n'est plus réductionniste, ça devient réducteur et c'est un peu nul, quoi. Et donc j'aime beaucoup cet article. Parfait. Si tu le croises, dis-lui que j'aime beaucoup cet article. Je peux lui envoyer un petit message. Super. Merci beaucoup à toi. Merci Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.